Bonjour à tous, on se retrouve sur Mission Agrég pour une vidéo sur les questions que vous aviez pour les oraux de l'agrégation. Alors ça risque d'être un peu long, donc je vous invite à prendre votre petit thé. Et on est parti avec la première question. Existe-t-il des livres pour préparer les oraux de l'agrégation? Oui, j'ai déjà fait un réel sur mon Instagram, mission-agrég, pour les livres de la linguistique, sachant que j'en ai vendu quelques-uns, donc je ne peux pas vous les présenter là. Donc je vous invite à aller voir pour compléter. Mais déjà, on a le manuel de linguistique espagnole, nouvelle édition, de Michel Benaven, aux éditions, je sais pas comment ça se prononce, Opris ou Opris, conseillé par mon prof de fac de Saint-Étienne. Voilà, donc derrière vous avez niveau C1, C2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Il est incroyable, vraiment, il est incroyable. Alors, ne faites pas une syncope, moi je suis du genre à surligner, voilà, ça m'évite de faire des fiches. J'ai la flemme de faire des fiches parce que je fais partie de ces personnes qui se prennent beaucoup trop la tête sur l'esthétique de la fiche. Au final, je fais mes fiches, j'y passe des plombs, mais je les refais parce que l'esthétique me plaît pas et j'avance pas. Donc du coup, j'ai dit, bah, de toute façon, les choses sont déjà écrites dans le bouquin. Donc, je souligne ce qui est important et voilà. Bon, des fois, tout est important. Mais en fait, il y a tout. Il y a tout là-dedans, il y a tout, vraiment, regarde. Notion de base, la morphologie, la syntaxe, structure du substantif, le genre, les marques du genre, gna gna gna, aperçu diachronique, la préposition N. Là-dedans, vous avez vos fiches de linguistique qui sont déjà faites. Elles sont déjà faites, elles sont... Je vous le recommande plus, plus, plus. Bref, ça c'est un bijou pour la linguistique. Je vais pas vous cacher, je l'ai quand même complété avec évidemment les cours que j'avais à la prépa Nanterre parce que, comme vous savez, ça c'est espagnol. Ça, évidemment, ça ne vous complète pas quand vous avez des apports, par exemple, d'Amérique latine. Donc, évidemment, ça reste limité. Mais c'est quand même la base. Ensuite, on a le Bedel. Oh là là, le Bedel. Donc ça, c'était la bible de ma prof de traduction à la fac. Grammaire de l'espagnol moderne par Jean-Marc Bedel, collection majeure, Presse universitaire de France. 4e édition, revue et mise à jour. Celui-ci, c'est vraiment... Je l'ai trouvé sur Vinted, mais c'est un bouquin que ma mère avait déjà dans les années 80. Quoi. C'est un truc de ouf, ce bouquin. Il y a tout. Il y a absolument tout. Donc, pour compléter vos fiches, vos faits de langue, c'est un must. C'est vraiment un must. Il est incroyable. Et enfin, je vous recommande fortement la langue espagnole, grammaire historique, de l'héritage latin jusqu'à nos jours, une étude historique de la langue pour comprendre son évolution et son fonctionnement, de Bernard Darbord et Bernard Potier, aux éditions Armand Collin. C'est la 2e édition. J'imagine que vous n'allez pas apprendre le bouquin par cœur. Donc ça, c'est comme tout. Vous faites vos petites fiches et puis bon courage à vous. Hein. Sachant que, bon, moi j'avais aussi complété par les cours que j'avais à Nanterre parce qu'ils étaient quand même plus concis. Donc on n'a pas le temps de tout privilégier, évidemment. Mais pour la grammaire historique, c'est pas mal du tout. Après, pour le reste, il y a les bouquins de concours Ellipse. Je vous invite à les regarder. Moi, honnêtement, je les ai pas du tout achetés, mais il paraît qu'ils sont bien. Et sinon, Atland, je ne jure que par Atland, mais ils sont incroyables les bouquins. Vous avez tous les thèmes possibles et imaginables de la leçon qui sont traités dedans, en fait. Donc, si vous maîtrisez les contenus qu'il y a dans les livres Atland, vous êtes paré pour la leçon si vous maîtrisez la méthode. À la fin, il y a vraiment des outils théoriques, genre des tables d'apparition des personnages dans les comédias, des frises chronologiques déjà faites, des glossaires, non, des lexiques, pardon. Donc en fait, c'est un gain de temps énorme ces bouquins. Et il y a des apports théoriques sur les épreuves de l'oral. Voilà ce que je peux vous dire sur les bouquins. Deuxième question, quelle tenue porter? Alors, je vais vous expliquer la gaffe que j'ai fait à mon premier oral. J'arrive à Paris, donc c'était il y a 3 ans, il y a 4 ans. J'arrive à Paris et bah, en fait, il faisait très 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 chaud. Et moi, j'avais prévu des petits pulls pour faire vraiment sobre, voilà. Parce que, bon, j'ai les bras pleins de tatouages et je sais pas, j'étais un peu stressée à l'idée de montrer mes tatouages. Bon, moi, j'avais pas de préparation, je me démerdais comme une grande. Donc, personne n'était là pour me dire les tatouages, on s'en fout en fait. Donc du coup, je me suis mise en tête, il faut que je cache mes tatouages pour l'oral.
et j'étais venue avec des petits pulls. C'était en pleine canicule, un truc de ouf. Donc du coup, bah, le jour même, le jour même, la veille, j'ai dû aller trouver des chemises en fait. Parce que j'avais un petit débardeur. Enfin, j'avais 2 petits débardeurs et je me suis dit, je vais mettre le débardeur quand je fais la préparation. Et quand je passe, je mets la chemise par-dessus, comme ça je crève pas de chaud. Regardez ce que j'ai acheté. Vous allez comprendre. Attendez, je fais la place. J'ai acheté ça là. Ok. En me disant c'est une chemise. Et j'ai acheté ça en me disant c'est une chemise aussi. Bon, elle est à l'envers, mais vous comprenez que c'est le même délire. Et en fait, je trouvais pas de chemise quoi. Et je les ai achetés chez Etam. Ce sont des pyjamas. Je suis allée à l'oral en pyjama. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc le premier, j'y suis allée en pyjama. On peut difficilement faire pire. Mais sinon, non, privilégiez une tenue où vous vous sentez bien. Je sais que c'est débile à le dire, mais vraiment, si vous pouvez pas respirer, ça sert à rien. Et si vous paniquez à l'idée qu'on voit vos tatouages ou qu'on voit ci ou qu'on voit ça, c'est pas bon. Vraiment, votre tenue, ça doit pas être quelque chose qui vous déconcentre. Voilà, mettez pas une jupe où vous devez vous dire je dois me tenir comme ci ou comme ça pour que ça fasse bien sérieux. Non, mettez des trucs où vous vous sentez bien, vous n'avez pas à penser à votre tenue comme ça. Mettez pas des chaussures où vous avez du mal à marcher parce qu'il y a des escaliers à n'en plus finir. Donc vraiment, pratico-pratique. Maintenant, moi j'aime les motifs. Donc j'ai pris des choses à motifs, je vais vous montrer juste après. Mais j'ai pris des choses qui font quand même habiller. Voilà, moi, ça me viendrait pas à l'idée de venir en basket à un oral, mais ça me regarde. Donc du coup, j'avais aussi posé la question au directeur de centre. Je lui avais dit, est-ce que les tatouages, on est censé les cacher? Il m'a dit, pas du tout. Votre identité, c'est votre identité, on vous juge pas sur votre identité. Mais voilà, faut être présentable. Donc, du coup, à la deuxième, qui était la bonne, j'ai pris. Voilà. Une jupe longue, comme ça, tac. J'ai pris mon petit pantalon noir, bien nickel, bien classe. Voilà. Alors, il est très moulant. Ça n'a pas posé problème. De toute façon, j'avais des hauts assez longs. Notamment ce petit haut là. Donc ça me couvrait un peu les fesses, vous voyez. Donc au final, ça posait pas problème, quoi. Voilà, j'avais un débardeur dessous, donc il n'y avait pas vraiment de décolleté. Dis-vous, vous êtes là pour faire une performance orale, pas visuelle. Donc en fait, faut des trucs où, voilà, c'est pas le spectacle non plus, quoi. Une petite jupe mi-longue, voilà, qui m'arrive quand même en dessous des genoux. Donc j'avais des collants, tranquille. Mais il y a quand même un peu de joie, vous voyez, je suis pas... Voilà, la petite veste pour faire genre. Ah Et les chaussures. J'étais venue avec des mocassins. Voilà. Donc au final, vous voyez, j'avais quand même... C'était un peu rock des fois, mes petites jupes, mes petits trucs, mes petits mocassins. Mais c'était quand même habillé, vous voyez, c'était pas... je viens pas en t-shirt, quoi. Après, autour de moi, il y avait des femmes habillées en chemisier. Il y avait des gens... les hommes, je crois qu'ils avaient... j'ai vu des chemises. Après, honnêtement, il fait chaud. Hein. Il fait très chaud. Hein. Donc, moi, je vous dis, il y a la petite technique de mettre un débardeur sous une chemise pour... voilà, quand vous faites la préparation, vous n'avez pas trop chaud. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était assez décontracté quand même. Après, il n'y avait pas... J'ai pas vu de jean, je crois. J'ai pas vu de jean. Chez les hommes, honnêtement, je sais pas. J'ai regardé les filles. Et puis, il y avait beaucoup plus de filles à l'oral que d'hommes. Donc, du coup, non, les filles, elles étaient surtout, ouais, avec des pantalons fluides, des jupes, des robes. Il y avait des robes, très jolies robes. Voilà, c'est pas non plus, voilà, vous n'êtes pas en costume, quoi. Mais un petit effort. En tout cas, faut que ce soit... vous venez pour l'oral, quoi. Vous venez pas vous mettre en scène non plus... Donc, moi, en tout cas, j'ai fait attention à tout ce qui était décolleté, montrer les jambes avec des jupes trop courtes, ce genre de choses. Voilà. Troisième question, comment as-tu vécu les oraux? Alors, honnêtement, la première fois, j'y allais sans préparation, donc freestyle bambolelo, je me suis viandée comme pas possible.
Mais du coup, je l'ai bien vécu parce que j'en attendais rien, quoi. Je savais que j'allais me viander, c'était... Et d'ailleurs, j'ai fait tout un tas d'erreurs que je vous détaillerai dans un story time. La deuxième fois, je l'ai très mal vécu parce que justement, j'avais beaucoup d'attentes. Donc, beaucoup de stress. J'ai failli pas y aller. Vraiment, une semaine avant, j'ai cru que j'allais tout lâcher. Et mon frère est monté me voir et m'a relancé, quoi. Après, c'était très fatigant. Très fatigant. Et puis, au final, j'ai failli partir vraiment la veille de la dernière épreuve parce que j'en pouvais plus. J'ai failli rentrer chez moi. Je me suis dit, mais à quoi bon? Et en fait, en même temps, je sentais que j'allais l'avoir. Il fallait que je l'aie. Parce que je le méritais et j'avais travaillé pour. Et je savais que c'était cette année ou jamais. Donc du coup, j'ai tenu bon. Mais vraiment, j'avais envie de rentrer chez moi. Et puis je dors très mal quand je suis stressée. Donc j'avais du mal à dormir. Mais je détaillerai tout ça dans un story time. Sinon, ça va être trop long. Donc grosso modo, assez mal. Mais en même temps, je sortais des épreuves avec une bonne impression. Tandis qu'à côté de moi, parce qu'on est toujours dans le même groupe d'élèves, autour de moi, les autres, ils étaient vraiment... en pleurs, en disant mais j'ai trop merdé et tout. Et moi je disais mais moi ça s'est plutôt bien passé. Hein. Enfin, j'ai pas fait des merveilles non plus, mais j'ai fait mon truc quoi. Je suis allée au bout, j'ai pas paniqué. Donc je savais que j'avais une certaine maîtrise des épreuves et que ça se passait bien par rapport à d'autres. Mais au niveau de la gestion du stress et de la fatigue, j'y étais pas du tout. Donc voilà. Après, c'est un passage obligé. Et je vous détaillerai ça dans une autre vidéo. Ensuite, question 4. Est-ce que les textes de l'explication de texte sont des scans? Oui. Tous les textes sont des scans, sauf évidemment pour la leçon, vous avez le livre, si jamais vous tombez sur le livre. Donc vous avez des scans. Ouais, tout à fait. Des scans, ils sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Donc je sais que la personne disait pour les notes de bas de page, c'est des feuilles, il n'y a pas de souci. Vous pouvez surligner dessus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Question 5. Comment faire une bonne explication de texte? Aïe, aïe, aïe. Alors, je sais que j'avais dit que j'allais faire un e-book. Je le ferai, mais peut-être ce sera en 2027. Sorry. C'est très long à faire. Donc, et puis j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur parce que, comme je vous dis, j'ai eu 4,50 sur la linguistique, ce qui est considéré comme une note vraiment pas mal, mais du coup je me sens un peu... j'ai pas eu 18 quoi, donc qui suis-je pour vous donner une méthode pour la linguistique? En plus de ça, il faut que je vous donne une façon de faire qui soit pas... il faut que je fasse attention à pas prendre des contenus que j'ai eus dans la prépa de Nanterre. Il faut que je fasse un truc voilà, qui vienne de moi. Donc, c'est difficile de me lancer. En tout cas, grosso modo, il faut maîtriser la méthodologie. La linguistique, c'est une épreuve de méthodologie, donc il faut vous renseigner là-dessus. Lisez les rapports de jury, lisez des forums d'anciens élèves, souvent dans les groupes, il y a des drives qui sont partagés, regardez les fiches de faits de langue qui sont déjà tombées, etc. Mais en fait, il faut vraiment que vous choisissiez vos faits de langue en fonction de l'œuvre que vous étudiez. Ça, c'est vraiment le point le plus important. La linguistique, elle n'est pas là pour montrer que vous connaissez la langue espagnole. Elle est là pour montrer que vous comprenez la différence entre l'espagnol de l'œuvre que vous avez sous les yeux versus la norme de la RAE en Espagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous lisez les comedias, vous avez une langue qui, depuis, a évolué. On ne parle plus comme on parlait dans les comedias aujourd'hui. Même chose, quand vous lisiez Mariana Enriquez, elle parle pas comme la RAE indique qu'en Espagne, on parle. Bon, ma phrase, elle est complètement bancale, mais vous avez compris. C'est-à-dire que vous devez repérer toutes ces différences. Vous n'êtes pas là pour dire, par exemple, oh là là, je vais traiter, je sais pas, je vais traiter l'usage, je dis une bêtise, l'usage de l'imparfait. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'imparfait dans ton texte? Mais c'est pas suffisant. Pourquoi tu traites l'imparfait? Pourquoi tu présentes ça? Est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, je traite l'imparfait parce que c'est symptomatique, caractéristique de l'extrait qu'on m'a donné. D'accord? Moi, j'avais traité l'imparfait en opposition au passé composé, en opposition au passé simple, au prétérit, parce que dans mon extrait, j'avais un système. J'avais vraiment dans l'extrait qu'on m'a donné
plein d'oppositions entre passé composé, imparfait et prétérit. Donc c'était super intéressant à présenter. Maintenant, je ne vais pas présenter l'imparfait parce que c'est le seul cas que j'ai étudié. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit des choix par défaut, il faut que ce soit des choix éclairés et que vous expliquiez au jury, je choisis ce cas-là, je vais vous parler de l'imparfait, l'opposition imparfait, prétérit, machin truc, parce que dans ce texte, ça fait système, donc c'est important de le traiter. À l'inverse, je suis dans Mariana Enriquez, je vais traiter la création de nouveaux mots par dérivation parce que dans ce texte, elle en crée de nouveaux et donc elle fait un effet de sens intéressant par rapport à l'espagnol de base et nanani et nanana. Donc du coup, en fait, vous allez traiter l'exception. Soit vous traitez l'exceptionnel, soit vous traitez le système. Ok ? Il faut soit que vous en ayez un seul et que ce soit assez caractéristique de la langue particulière que vous étudiez pour le traiter, soit à l'inverse, qu'il y ait un système et qu'il y en ait de partout, donc vous êtes obligé de le traiter parce que sinon le jury va se dire attendez, elle n'a pas vu le truc qui inonde le texte, quoi. Vous voyez ? Donc ça, pour moi, c'est le truc le plus important pour l'explication. Il faut vraiment choisir vos faits de langue de manière éclairée vis-à-vis du texte que vous avez. Il faut que ça apporte quelque chose dans l'explication du sens du texte. Parce qu'en fait, l'explication linguistique, c'est ça. Vous expliquez vos faits de langue. Déjà, vous expliquez votre système phonologique. Ça, c'est la base. Ensuite, vous expliquez, vous lisez votre extrait avec la bonne prononciation. Bah normal, vous venez d'expliquer le système phonologique, donc maintenant vous pouvez le lire. Vous lisez votre extrait. Ensuite, vous expliquez que vous allez présenter tel fait de langue. Vous expliquez vos faits de langue grâce aux exemples qui sont dans le texte, sinon ça n'a aucun intérêt. Ensuite, vous pouvez donc faire la sémantique. La sémantique, c'est vous choisissez des mots qui justement n'ont pas, soit ont un sens absolument intéressant pour le texte, soit qu'il a un sens justement qui n'est pas toujours, qui n'est pas classique. Et enfin, vous pouvez traduire votre extrait à la lumière de tout ce que vous avez dit. Donc l'explication linguistique, elle est là pour partir d'un point A, c'est-à-dire la lecture du texte, à un point B, la traduction de ce texte de manière éclairée. Donc toute votre explication, elle doit servir, elle doit être utile à la traduction finale, vous voyez ? Il faut apporter du sens dans votre explication linguistique. Je ne sais pas si vous allez comprendre quelque chose à ce que j'ai dit. Pour moi, c'est genre d'une évidence limpide parce que c'est comme un jeu en fait. Vous avez le texte et vous vous dites « Ok, qu'est-ce qui change par rapport à ce que je connais ?» Moi, c'est facile parce que j'ai la norme castillane. J'imagine que pour des candidats latinos ou autres, bah, c'est peut-être un peu plus compliqué de justement déterminer ce qui est caractéristique du texte qu'on a sous les yeux. Mais évidemment, ça se travaille, hein. Donc, vous pouvez vous entraîner aussi en prenant votre bouquin, vous choisissez une page et vous faites l'explication. Vous repérez les éléments caractéristiques de votre texte et vous voyez un peu si vous connaissez ces faits de langue ou pas. Pour la linguistique, j'ai juste oublié évidemment la grammaire historique. Il faut le maîtriser un minimum parce que on vous demande de faire l'évolution depuis le latin d'un mot, de deux mots. Donc voilà, c'est pas une option, hein. Vous allez devoir y passer. Si vous faites rien sur cette partie-là, bah, forcément ça va vous pénaliser. Ensuite, est-ce qu'on présente les oraux assis ? Oui, pas le choix, il y a une chaise, on vous dit asseyez-vous. Donc voilà, tous les oraux assis. Ce qui est pas mal parce que comme ça vous avez vos brouillons sous les yeux étalés sur la table, vous avez votre montre, donc voilà, tranquille. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la jupe. Si vous vous asseyez, évidemment, vous avez les jambes, les tables, elles sont... on voit vos jambes, quoi. C'est ce que je voulais dire. Donc, si vous avez une jupe trop courte, ça risque d'être pénible pour vous. D'où mon commentaire tout à l'heure. Ensuite, faut-il dire quelque chose lorsqu'un prof ne vous écoute pas, rigole, se lève en pleine orale ou c'est mieux de ne rien dire ? C'est délicat, parce que ça veut dire qu'en face, il y a eu un jury qui n'a pas été professionnel. Et les jurys sont tenus d'être professionnels, évidemment. Malheureusement, vous êtes en oral, vous êtes évalué. Donc ce jury qui n'est pas professionnel et qui est irrespectueux est en position de force, puisque c'est lui, avec les deux autres, qui va décider de votre note. Donc, évidemment, c'est pas une bonne chose de faire un commentaire. Vous êtes
ici pour montrer que vous êtes digne d'être un futur prof, si vous n'êtes pas déjà prof, en tout cas d'être un futur collègue de ces jurys-là. Donc, les jurys sont là pour recruter de futurs collègues. Et de futurs collègues qui vont faire de l'enseignement, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur. Et de la recherche. Quelles sont les qualités qu'on recherche chez un enseignant? C'est quelqu'un, notamment, qui maîtrise ses émotions. Quand vous êtes face à des élèves, face à un auditoire, notamment dans le secondaire, moi je suis prof dans le secondaire, c'est très difficile de garder son sang-froid dans certaines situations, mais pourtant c'est primordial. Vous êtes face à des enfants immatures émotionnellement, ce qui s'explique par la formation du cerveau, etc. C'est pas forcément leur faute d'avoir une mauvaise gestion des émotions, mais vous, en face, vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer dans l'émotionnel. Parce que si vous rentrez dans l'émotionnel, vous perdez la confiance que les gamins vous apportent, vous donnent en tout cas. Vous perdez aussi la confiance de vos collègues, parce qu'en fait, si vous rentrez dans l'émotionnel, vous n'êtes plus professionnel. Vous êtes un individu qui se laisse submerger. Et donc, votre gestion de la situation ne sera pas professionnelle. Et donc, si face au jury de l'agrégation, vous rentrez dans l'émotionnel, ça la fout mal. Donc non. Le mec en face, il est irrespectueux, vous gardez votre sang-froid. Si jamais il vous interrompt, vous patientez. Alors vous ne dites rien et vous continuez. Tant pis pour lui, il n'aura pas pris des notes. Et rassurez-vous, ils sont 3 pour une raison. Si en face de vous, vous avez, désolé, un connard, Dieu merci, il ne sera pas le seul à vous noter. Et, prenez sur vous. Certes, c'est pas normal, mais peut-être que c'est une façon aussi de vous tester, je ne sais pas. Dans ce cas-là, c'est très maladroit parce que moi, je vous garantis que j'ai jamais eu ce genre de comportement. En face de moi, j'ai déjà eu une femme. D'ailleurs, je vais pas donner trop de détails parce que je veux pas d'histoire. Mais cette femme, elle m'a eu aux 2 euros. Les 2 fois où j'ai passé l'oral, je suis tombée en face d'elle. Les 2 fois, elle m'a fait des... Elle m'a fait des trucs comme ça. Alors que justement, quand vous entrez dans la salle la première fois, le directeur de centre vous dit « Les jurys ne sont pas là pour vous casser. Les jurys sont là pour vous aider avec leurs questions. » Ah, je vous assure qu'il y en a vraiment... Ah ouais, la meuf, elle m'avait posé des questions. Elle me disait « Vous êtes sûr ?» Elle m'avait mis trop mal à l'aise. Et vraiment, mais oui, mais des... Vraiment, genre, je disais de la merde à ses yeux, elle me le faisait sentir. Dieu merci, tous les jurys ne sont pas comme ça. Encore une fois, elle n'est pas seule. Et vous êtes justement peut-être testé aussi par des gens comme ça. Donc, gardez votre sang-froid, ça va le faire. Voilà. Peut-être que je vous proposerai une autre FAQ. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou en message privé sur Internet, sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!